Bon, là, je me régale d'avance. On va se mater des extraits du débat Bégodeau contre Pierre-Yves Rougeron. Bégodeau atomise Pierre-Yves Rougeron en débat. Il finit en larmes, il finit liquéfié. C'est presque violent. Et d'ailleurs, les gens de droite le disent. À chaque fois qu'il y a Bégodeau qui débat contre un type de droite, alors ils le disent pas avant, mais ils le disent après. Après coup, ils disent oui, mais lui il est nul, machin de bas, c'est facile. Et puis Bégodeau il est méchant et tout. Vous allez voir. Alors oui, il lui rentre un peu dedans, mais en même temps, c'est un débat où ça sert à rien d'y aller si c'est pour faire copain-copain avec quelqu'un qui est plutôt réactionnaire et qui a plutôt des idées inverses de celles de Bégodeau. Je trouve ça assez normal qu'il soit offensif, Bégodeau, sur ce coup-là. Donc on va se regarder un peu tout ça. On va commencer par du pur malaise. Pourquoi ? Parce que je pense que ça peut être marrant de commencer par ça. Et puis, bon, je me le suis infligé, vous allez vous l'infliger aussi. Donc, comment on fait ? On va aller là, ça sera le plus simple. Donc là, on est à la fin du débat, mais vous n'avez pas besoin de connaître le début pour regarder ça. On est à la fin du débat, et puis Bégodeau va débattre donc de littérature et de cinéma avec le camarade, enfin pas le camarade d'ailleurs, Pierre-Yves Rougeron. Qu'est-ce qui me plaît dans la France actuelle ? C'est là où Qu'est-ce qui me plaît ? quelque chose se perpétue Qu'est-ce qui me plaît de dans la France grande actuelle ? France que vous adorez tant. Qu'est-ce qui me plaît dans la France actuelle ? Oui. Justement, toutes les potentialités qui sont en elle. Ah bah pas des potentialités, je vous demande des réalités là, des trucs un peu actés. Des quoi. réalités, Ouais. des réalités. Je veux concret. dire ce qui me plaît. Là, c'est la question de base de Bégodeau. C'est-à-dire que le mec te dit ouais, moi j'aime la France, et puis Bégodeau il va essayer de le piéger à chaque fois et lui montrer en fait que ce qu'il aime, ça s'appelle peut-être pas la France. Par exemple, si on aime, je sais pas, la musique française, on peut très bien montrer que la musique française, elle peut se diviser par exemple en musique régionale, et puis des fois il y a plus de rapports, je sais pas, entre de la musique alsacienne et de la musique de l'autre côté du Rhin en Allemagne qu'entre de la musique alsacienne et de la musique bretonne ou des choses comme ça. Et donc Bégodeau, il a tendance à essayer de faire exploser comme ça le discours nationaliste en montrant en fait que ça se base sur des idéalités, sur une espèce d'amour irrationnel de quelque chose qui serait fantasmé par la personne. Et lui, il va renvoyer du coup vers une vision politique qui ne se base non plus sur la nation, mais qui se base sur la classe sociale. Juste, si on peut voir ce débat, c'est parce qu'il s'est passé sur Libre QG. Donc je vous mets que quelques extraits parce que Libre QG fait payer ce débat parce que Libre QG ne fait pas de pub, je crois. Et donc du coup, sa seule source de revenus, c'est les abonnements des gens. Donc voilà, si vous voulez le voir entier, ça dure 2 heures. Il y a plein d'autres choses très marrantes à voir que les extraits que je vais vous passer. Et donc, c'est 1 euro, je crois, pour l'abonnement. Donc c'est pas non plus la mer à boire. Donc voilà, si vous voulez aller le voir entièrement, allez payer 1 euro à Libre QG. Ce qui me plaît, c'est quand je vois je vais vous donner un exemple tout con qui est arrivé rien qu'hier. Moi, je sens que ça va être tout con, effectivement. Non, mais tout ça, con, c'est mais tout con. C'est programmé pour être tout con. Ouais. Mais Regardez la tête qu'il a. C'est pour ça aussi que les gens disent ouais, il est pas masochiste, il est sadique, parce qu'il a vraiment la tête du gars qui domine le débat et qui fait un peu le connard en appuyant là où ça fait mal, parce que l'autre n'a pas de culture. Il se prétend grand admirateur de la culture française, il est incapable de dire ce qu'il aime et pourquoi il aime ça en particulier. bon, vous caricaturez pas, soyez pas aussi désagréable. Prenez un exemple tout bête. On ne parlait pas comme Bardella quand je vois encore donner un exemple, je croise un jeune étudiant franco-japonais, et quand je vois la passion qu'il a à faire dialoguer le pays où il vit, les Japonais, il était temporairement à Paris avec ceux qu'il a rencontrés de notre culture, quand je vois... C'est du pur blabla. Pourquoi vous aimez la France ? Quand je vois un franco-japonais faire dialoguer les cultures, putain, c'est du blabla. C'est ouf comme il bégaye, le gars. Parce que moi, je vis en partie à l'étranger. On voit qu'il est en sueur. Quand je vois tout ce qui peut fructifier dans ces contacts et dans ce rapport interpersonnel, quand je vois ne serait-ce que des anciens C'est vague, c'est hyper vague, c'est super abstrait son truc. camarades à moi qui réussissent, qui arrivent à, qui arrivent par exemple à réouvrir une toute petite industrie dans une zone qui a été bousillée, qui est la zone d'Alençon toujours,
par exemple, et que je vois qu'ils arrivent envers et contre tout à faire en sorte que ça vive encore un peu, voilà ce qui, moi, m'intéresse. Non, mais attends, la question pourquoi t'aimes la France, tu peux pas répondre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand les gens arrivent à vivre malgré la désindustrialisation. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec le fait d'aimer la France. Ça, qu'est-ce que c'est que cet argument foireux? Ce qui m'intéresse, c'est comment mes camarades vont vivre, comment je vais pouvoir être tenté de léguer quelque chose à mes enfants. Et je sais qu'il y a encore quelque chose dans ce pays que je peux leur donner. Que vous n'y croyez pas, c'est tout à fait votre droit. Moi, j'y crois encore moins depuis que vous m'avez donné votre exemple, ça c'est sûr. Parce que moi, je vous demandais Quel bâtard! quelque chose comme une incarnation concrète de quelque chose qui serait à la hauteur de la haute idée que vous faites de la France. D'accord ? Et là, vous me répondez des trucs que vous aimez bien dans la vie. Vous auriez pu me répondre des éclairs au chocolat, c'était pareil en fait. Ouais, j'aime bien cueillir des fleurs, cueillir des champignons, etc. Ok, je suis super content d'apprendre vos loisirs et des gens que vous aimez bien autour de vous. Mais c'était pas ma question en fait. Par exemple, qu'est-ce qui perpétue la grande culture française en ce moment ? Qu'est-ce qui perpétue la grande culture française ? La grande culture française, parce que la France a une grande culture. Oui, on est d'accord. On est bien d'accord. Oh, il y a de bons écrivains, vous en faites partie. J'en doute pas, vous m'avez jamais lu, mais prenez plutôt... Oh là 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 là. Non mais c'est la folie. En fait, il est tellement en maîtrise, Bégodeau. Regardez ça. Regardez la différence entre l'aisance de Bégodeau et l'autre qui est en train de bégayer à raconter des conneries, à essayer un peu de le sucer pour calmer le jeu et qui se fait quand même marteler, quoi. Parti. J'en doute pas, vous m'avez jamais lu, mais prenez plutôt quelque chose de sincère. Alors, non mais justement... Citez-moi un autre écrivain que moi. Un autre écrivain qui perpétue la grande tradition française cultive. Alors... Pourquoi il est sadique comme ça, Bégodeau? Regardez la tête qu'il fait. On croirait un crocodile qui va bouffer le mec. Alors, parmi les écrivains, lequel je vais vous citer? Alors, petite personne. Moi, il me viendrait 15 noms. Oui, moi, j'en ai quelques-uns. On va commencer par Asensio. On va commencer par Juan. En plus, Juan Asensio, il a écrit quoi? C'est pas un critique littéraire, Juan Asensio? Oh là 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 là. Bah, quand tu défends être un bandeur comme ça de culture française, faut quand même la connaître un minimum, quoi. Bien sûr, oui. Par exemple. Et c'est vraiment pour sa plume que vous l'aimez, quoi, pas du tout, parce que vous avez un fond idéologique commun. Non, pas du tout. Là, pour le coup, c'est vraiment comme critique. En plus, il a un fond plus. Je suis pas certain qu'il ait un fond idéologique plus. Si je suis pas sûr que c'est ce qui le guide en premier, vraiment. Ah oui. Moi, ça me frappe un peu en l'écoutant. On n'a pas dû lire le même. Oh là là, même Maud Lancelin, elle est gênée. Putain, c'est la folie, hein. Vraiment, c'est la folie cet extrait. Non, mais j'arrête de vous torturer avec la culture française, parce qu'effectivement, c'est... Je sens que c'est pas là que vous êtes le plus concret. En tout cas... Ce qui me permet de vérifier que les gens qui sont toujours les grands turiféraires de la culture française sont les premiers à, en général, ne pas du tout s'y intéresser, en tout cas dans ces modalités contemporaines. Moi, il m'arrive de le faire. Moi, je vois beaucoup de films français, je connais beaucoup de cinéastes français que j'aime beaucoup. Là, pour le coup, vous avez bien... Non, mais aussi des vivants. Non, mais c'est une parenthèse. Là, pour le coup, je reconnais, vous avez un courage que je n'ai pas sur ce point-là. Parce que là, pour le coup, c'est un bien... Là où je pense qu'on s'est abîmé, c'est peut-être plus le cinéma. Mais vous avez plus de billes. Ne rentrons pas là-dedans, parce que vraiment, je vais vous mettre en difficulté. Mais ça serait pas bien. Non, mais ça, quand tu domines tellement en débat que tu peux sortir ça. Non, mais attends, le mec est trop con, par contre. Tu débats face à François Bégodeau. Faut pas commencer à partir dans de la littérature ou dans du cinéma, à part si t'es vraiment en maîtrise de fou, tu vois, mais c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Mais c'est intéressant parce que là, on voit que, en fait, on peut prendre plus large. Il y a Rougeron, mais toute cette espèce de socio-chauvinisme, un peu qui se prétend souverainiste, mais qui a toujours une contradiction, c'est qu'on comprend pas trop s'ils veulent faire une alliance de classe dans la nation, c'est-à-dire entre la bourgeoisie nationale et le prolétariat national, ou s'ils sont socialistes. Et en dernière instance, on sait très bien qu'ils sont pas socialistes et que, étant donné qu'ils leur souverainisme les amène à nier le clivage de classe intranational, et ben ils font le jeu de la bourgeoisie nationale. Et on voit bien qu'en fait, ces positions-là, elles tiennent pas face à quelqu'un comme Bégodeau qui vient montrer, en fait, éclairer la situation et demander aux gens de se positionner. Et si vous regardez le débat de 2 heures avec Rougeron,
vous voyez qu'en fait, il essaie de noyer le poisson parce que justement, c'est intenable cette contradiction. Ce serait quelqu'un d'extrême droite, assumé, libéral, autoritaire. Il pourrait beaucoup plus assumer ses idées face à Bégodeau parce qu'il lui dirait non, mais attendez, moi je suis. Voilà, je suis pour je suis pour la bourgeoisie nationale. En gros, il le dirait pas forcément comme ça, mais ce serait beaucoup plus clair qu'un gars qui essaie d'allier d'un côté et l'autre en faisant comme si il choisissait pas et que c'était fin, parce qu'en fait, ça explose, quoi. Et c'est pareil avec cette idée de nation un petit peu non assumée, c'est-à-dire qu'on comprend pas trop ce qu'il raconte, on comprend pas trop ce qu'il aime. Je pense qu'un Zemmour aurait beaucoup plus facilement défini la nation. Pourquoi ? Parce qu'il avait il aurait eu une approche de la nation qui était par exemple raciale. Et ben, c'est plus facile en fait un débat d'assumer. Alors c'est pas forcément facile au niveau de la loi, au niveau du regard des gens, mais je veux dire c'est plus facile avec une approche comme ça en disant non mais moi ce que j'aime c'est la blanchité catholique ou je sais pas trop quoi, et puis voilà, pour moi la France c'est ça, plutôt que de devoir être dans quelque chose où tu te fais passer pour quelqu'un de pas raciste, mais tu as des sous-entendus racistes quand même que tu n'es pas forcément conscient, que tu n'arrives pas forcément à assumer, bah tu te fais éclater, quoi. Bref, je sais pas si j'ai été très clair, mais voilà, moi je vois que les gens qui se font défoncer par Bégodeau, c'est souvent ça, c'est-à-dire des espèces de droitards, mais qui n'assument pas leur droitardisme, et donc qui sont dans une confusion quand ils sont facecam, quand ils sont seuls. Ça peut être des vantaux, ça peut être des rougerons, ça peut être d'autres espèces de souverainistes socio-chauvins comme ça, et dès qu'ils tombent face à Bégodeau, du coup ils se font croquer complètement. Je pense que, sincèrement, il y a des droitards qui pourraient plus tenir le coup parce qu'ils assumeraient un projet raciste clairement, ce qui n'est pas évident à assumer, mais ils le feraient au moins. Ils le feraient et du coup, ils auraient une cohérence par rapport au public et ils pourraient rentrer en opposition avec Bégodeau. Alors que là, on voit que Rougeron, il essaie d'avoir le même système de pensée que la gauche, par exemple, basé sur l'égalité, la liberté, la fraternité, l'antiracisme ou des trucs comme ça. Sauf qu'en fait, comme inconsciemment ou consciemment, sous-entendu ou non, il y a des biais nationalistes, pro-bourgeois, il y a des biais racistes. Quand je dis raciste, il faut s'entendre, hein. Je ne dis pas que Rougeron, c'est Zemmour, hein, mais voilà, il y a des biais qui peuvent être associés à ce camp-là. Bah, ça ne va pas, en fait, avec ce qu'il veut essayer de prouver. Donc voilà, il se fait croquer. Encore une fois, il ne faut pas parler de cinéma avec Bégodeau, c'est complètement con. Vous avez un courage que je n'ai pas sur ce point-là. Parce que là, pour le coup, c'est un bien. Là où je pense qu'on s'est abîmé, c'est peut-être plus le cinéma. Mais vous avez plus de billes. Ne rentrons pas là-dedans parce que vraiment, je vais vous mettre en difficulté. Mais ça serait pas bon. Messieurs, nous avons discuté plus de 2h15. Qu'est-ce qui vous plaît dans la... Putain, Mamel, elle est gênée. C'est énorme. C'est complètement énorme. C'est des mecs de JVC qui ont uploadé cet extrait. François Bégodeau urine sur Pierre-Yves Rougeron pendant 4 minutes. Donc on va se regarder d'autres extraits maintenant. On va passer sur la chaîne à gauche. Là, c'est au sujet de Colombes. Périurbaine et urbaine, là. Par contre, là où il y a une vraie invisibilisation, c'est parce qu'il faut bien comprendre que pourquoi le Rassemblement national a pris toutes ces zones. Parfois, il faut écouter les gens. Parler justement du pouvoir des mots. Il faut écouter les gens quand ils en viennent. Vous vous rappelez de cette pauvre petite dame qui a été vos hégémonies parce qu'elle était au Resto du Cœur, etc. Bon. Elle a eu une phrase simple, elle a dit « Marine n'a pas honte de nous ». Pourquoi le Front National a pris toutes ces... Il y a un truc, elle a été vouée aux gémonies ? Bah, si vous voulez, elle a été licenciée. Elle a été dans ce cas-là, ah oui. Elle a été quand même. Ça, je pensais médiatiquement. Elle a été réintégrée. Oui, bah, je suis d'accord avec Bégodeau. Moi aussi, j'ai tilté. Elle n'a pas du tout été vouée aux hégémonies médiatiquement. D'accord, elle s'est faite licencier, mais elle n'a pas pris un bad buzz médiatique de zinzin. C'est même plutôt l'inverse. Non, elle a été réintégrée sous pression. J'avais cru qu'elle avait été vouée aux hégémonies médiatiquement. Évidemment l'inverse, puisqu'elle est devenue une star médiatique. Donc vous voyez, votre truc encore de l'invisibilisation des petits blancs de périphérie et périurbains, en fait, vous datez. C'est fini. Dès que BFM a vu cette vidéo, qui était déjà virale, je crois, je ne sais plus sur quel support, bah, c'est devenu un personnage médiatique absolument mis en avant, qui a été d'ailleurs une espèce de... Il a raison, on le dit tout le temps sur cette chaîne. Autant on pouvait dire que la gauche, le centre-gauche, machin était dominant il y a 20 ans. Il y a même 10 ans encore, c'était en train de se jouer, on va dire. Mais voilà, on pouvait le dire. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il y a une droitisation pas possible des médias. On ne peut pas me dire qu'aujourd'hui, ce qui est le plus facile, c'est d'avoir un avis de gauche dans les médias.
Aujourd'hui, les médias mettent en avant des gens comme Colombe, nous parlent pendant des mois et des mois de Crépol ou de choses comme ça, qui sont des faits divers, qui sont importants, mais on pourrait mettre en avant d'autres faits divers. On se souvient qu'au moment de Thomas, il y avait aussi un jardinier, dont j'ai oublié le nom, qui s'était pris un coup de couteau par un raciste, en fait. C'était au même moment, mais on n'en a pas parlé à la télé. On n'en a pas parlé, ou du moins dans les mêmes proportions. Donc ça veut bien dire qu'il y a deux poids, deux mesures et qu'il y a une droitisation des médias aujourd'hui. Et le truc, c'est que il y a plein de gens comme ça dans le camp un peu souveraino, machin, ou droitard qui vont te dire les médias sont de gauche, machin, l'hégémonie du PS depuis mai 68, qui vont reprendre un peu les thèses de Michéa, mais les thèses de Michéa, elles étaient vraies en 2007. Et encore, elles commençaient à être de moins en moins vraies. En fait, celui qui a vraiment vu ça en avance, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale qui s'appelle L'Arnaque Valec, où je parle de Michel Clouscar. C'est Michel Clouscar. Michel Clouscar, il écrit ça en 1972. Il dit il y a l'avènement comme ça d'une nouvelle petite bourgeoisie progressiste qui s'incarne à travers le PS, machin, SOS Racisme et tout. Ça, d'accord. Par contre, à partir de 2007-2005, cette classe qui était une classe dominante médiatiquement, elle va chuter de plus en plus. Clouscar, il disait qu'en gros, l'accord de la social-démocratie, c'était d'avoir d'un côté, à cette époque-là, la droite qui s'occupait de l'économie et la gauche qui s'occupait de la culture. C'est le fameux libéralisme libertaire. Sauf qu'en fait, Clouscar, il dit ce libéralisme libertaire, il va aboutir au néofascisme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens verront la douille au bout d'un moment, le taux de profit va continuer à baisser, il va y avoir une libéralisation de plus en plus, et les gens, à la fin, ils vont se révolter. Sauf que pour battre des révoltes, il faut quoi ? Il faut le libéralisme, cette fois-ci, non plus libertaire, mais autoritaire. Et donc, vous avez une droitisation de la société que Macron représente parfaitement, c'est-à-dire un gars élu comme étant presque venant du PS, étant un genre de Hollande moderne ou je sais pas trop quoi, et qui va finir par se droitiser totalement en donnant le plein pouvoir à Darmanin, et qui finit par essayer parfois de prendre par la droite Marine Le Pen. On se souvient de Darmanin qui dit à Marine Le Pen « vous êtes un peu molle, machin ». Et toute cette séquence-là, si on l'analyse pas comme ça et qu'on vit 20 ans en arrière, on dit « ah non, mais les dominants, comme disait Clouscar, c'est la gauche, le centre-gauche ». Mais sauf que c'était vrai il y a 40, 50 ans, même il y a 20 ans, c'était encore vrai, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout, et Bégodeau, c'est ce qu'il lui dit. Il dit « vous datez, en fait, vous racontez n'importe quoi ». Et aujourd'hui, le discours à tenir, c'est justement la lutte contre la montée de ce néofascisme, la montée de ce libéralisme autoritaire, en tout cas, qui peut aboutir vers un néofascisme. Cheval de Troie, d'une espèce de décomplexion droitière de la bourgeoisie pour dire oui, c'est vrai que les électeurs du Front National ou du Rassemblement National, c'est des gens comme ça, c'est des gens sympas, c'est fini le côté c'est des gens haineux et racistes, etc. C'est des pauvres gens comme nous, etc. Donc en fait, vous voyez, je sais pas, vous êtes en train, vous avez 20 ans de retard sur votre constat. C'est fini, on vit plus dans cette France-là, en tout cas plus dans cette France médiatique. L'état des discours, c'est plus du tout ça. Il y a une épiphanie au contraire de la France périphérique. D'ailleurs, le mot périphérique a fait florès grâce aux analyses de Guy Huyghe, mais qui ont été particulièrement relayées par la bulle médiatique. L'épiphanie n'est pas eu lieu au moment des Gilets jaunes. J'entends bien, mais elle a lieu. Là, on l'a pas tellement. Et elle a lieu, je pense, justement, toujours pareil, pour dessiner un ennemi commun qui serait, en gros, une espèce de conglomérat qui serait à peu près les quartiers populaires issus de l'immigration, racisés, comme on dit plutôt à gauche, les partis qui vont avec, les islamo-gauchistes, les intellectuels, les universités, etc. Ça, c'est le grand ennemi commun de gens comme vous et Marc-Olivier Fogiel, directeur de BFM. Le problème, c'est que quand ces gens en question vont s'exprimer politiquement, on est bien d'accord qu'ils se prennent quand même les flics dans la gueule. Parler des gilets jaunes il y a une minute. Ah ben j'entends bien. On est bien d'accord. Vraiment, donc si vous voulez aussi ça, c'est vrai. mis en épiphanie, petit blanc quand il faut lui foutre un tonfa dans la gueule, eh bien malheureusement on ne recrute pas devant. Oui, mais n'allez trop pas dans ce sens-là parce que je vous ai aussi entendu dire que les flics éborgnaient les petits blancs, comme par exemple les gilets jaunes, ce qui est tout à fait vrai. Je suis aussi bien placé que vous pour pouvoir en témoigner, mais que du coup non, les Arabes jamais. On n'avait jamais vu de racailles éborgnées. Voilà ce que vous dites dans la mensuration. C'est marrant. Vous ne pouvez pas parler d'un petit blanc sans immédiatement nous dessiner une racaille qui serait, elle, particulièrement privilégiée par la police. J'aurais bien aimé voir la suite pour le coup. Mais non, mais s'il a dit ça, le gars, c'est complètement con. Enfin, c'est évident que les gilets jaunes ont pris de cher. Mais quand on voit les émeutes en banlieue, à quel point il y a eu directement le raid, la BRI, enfin voilà, il y a eu tout le monde qui a été envoyé très 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 rapidement parce que c'était dans les quartiers populaires. Donc
on peut pas dire que les Blancs ont un traitement de faveur, enfin que les quartiers populaires, les Noirs et les Arabes ont un traitement de faveur. C'est faux, quoi. Là, c'est un extrait sur l'extrême droite a-t-elle gagné la guerre culturelle. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec justement la montée de cette droitisation, qu'on voit d'ailleurs aussi sur YouTube. Hein. Attention. Le fait divers le plus marquant et le plus médiatisé de l'année 2023. Donc c'est à tort. Attention. Vous disiez à tort ou à raison. À tort ou à raison ? C'est à tort. C'est objectivement à tort qu'ils considèrent que leurs morts passent sous les radars. Puisque au contraire, c'est survisibilisé par la sphère médiatique. Celui-là a été survisibilisé. On plein d'autres. Ouais, quand il est concentré, il est un peu chelou quand même, Rougeron. Là, il parle de Crépol, hein, il parle de la mort de Thomas à Crépol. On peut prendre d'autres exemples. On peut prendre l'exemple du meurtre de la petite Lola à Paris 19e. Absolument. En boucle sur BFM. Qui a fait des semaines d'antenne sur toutes sortes de médias mainstream. Si vous voulez, une partie, et c'est pas relativement récent, mais ça date au minimum en fait de la toute fin de l'ère Chirac, en fait. Pendant des années, on a invisibilisé tout ça. Et d'un seul coup, c'est fini. C'est fini, ça y est. La société est extrême droitisée, vous avez gagné. BF. Vous voyez, pendant des années, on a invisibilisé tout ça, et en fait, le gars, il vit 20 ans en arrière, quoi. Il vit 20 ans en arrière, et en plus de ça, du coup, maintenant, il fait le jeu de la bourgeoisie. C'est-à-dire que les discours de ces mecs-là, en gros, c'est la bourgeoisie, comme le disaient Kluskar et Michéa, alors qu'en fait, ils sont jamais lu Kluskar, ou alors ils savent pas lire. C'est la bourgeoisie, utilise le centre-gauche. Sauf qu'en fait, la bourgeoisie, aujourd'hui, elle joue surtout sur la droite et l'extrême droite. La bourgeoisie, c'est plus Canal+, hein, c'est pas ça le truc, hein. C'est plus on utilise des petits médias comme ça pour se faire passer pour des progressistes, et puis en fait, on continue à faire du libéralisme. Là, aujourd'hui, la bourgeoisie, elle utilise, alors soit c'est le camp Bolloré vraiment extrême droite et tout plus tradit, mais soit c'est le camp Macron qui est aussi un camp plutôt conservateur et droitier. Donc faire le jeu comme ça de la bourgeoisie en disant oui mais il y a 20 ans en fait ce que je fais c'était un peu moins présent, ouais mais c'est complètement con. Aujourd'hui, parler de Thomas en reprenant le discours de guerre des civilisations, oui, en fait, quand il y a un blanc qui meurt, on n'en parle pas, alors que quand c'est un arabe, on en parle, ce qui est tout à fait faux. Reprendre ce discours-là, en fait, c'est faire le jeu de la bourgeoisie. Et ces mecs-là, comme Rougeron, passent leur temps à se mettre de la confusion, à faire genre que eux, ils sont pour le peuple, qu'ils sont pour le prolétariat, ou je sais pas quoi. Fait, mais comme vous. Donc, je sais pas, victoire pour vous, champagne. Moi, grande défaite pour moi. Mais champagne. Félicitations. D'ailleurs, c'est sans doute ça que vous appelez à droite. On a gagné la guerre culturelle, tout ça. Alors, à titre personnel, sincèrement, si vous voulez parler à quelqu'un du Rassemblement National ou à quelqu'un de Reconquête, invitez-les. Mais à titre personnel, moi, vous m'entendrez jamais dire qu'une guerre culturelle quelconque a été gagnée par la droite. Déjà, premièrement, parce que la plupart de la droite n'a pas d'idée. Déjà, donc, on ne gagne pas une guerre culturelle sans idée. Et deuxièmement, surtout, Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. On gagne pas une guerre culturelle sans idée. Les gens de droite, actuellement, c'est vrai, n'ont pas d'intellectuels, on va dire. C'est pas qu'ils n'ont pas d'idées, ils n'ont pas d'intellectuels aussi puissants qu'ils ont pu avoir par le passé. Et en général, en plus, la droite reprend des intellectuels de gauche qui essaient un peu de bidouiller. Quoique, il y a quand même des intellectuels qui sont utilisés par la droite. Hein, c'est pas... Mais je veux dire, c'est moins le cas qu'à gauche. Il y a plus de pensée à gauche, je pense, qu'à droite. Mais pourtant, il y a des idées qui sont fortes, même si elles ne sont pas forcément très théorisées. À droite, par exemple, l'idée d'identité, l'idée je sais pas, de espèce de suprémacisme national, l'idée de grand remplacement, par exemple, ou même parfois il y a des idées qui ont été des idées progressistes qui sont réutilisées de manière droitière. Par exemple, le côté lumière, universalisme et tout, on voit bien comment c'est utilisé pour maintenir un discours colonial. C'est-à-dire qu'on nous dit, ouais, en fait, il faut lutter contre les Palestiniens ou contre les Libyens ou contre les Syriens ou je sais pas trop quoi pour apporter la lumière et la raison dans ces terres barbares islamisées, quoi. Donc non, il y a quand même des idées à droite, mais on peut comprendre ce qu'il veut dire. Par contre, ça les empêche pas de gagner la bataille culturelle, ça. Ne les grattez pas sur ce truc-là. Parce qu'ils ont découvert Gramsci dans les années 70. Ils en sont jamais... Une expression de Gramsci. Ils en sont jamais ressortis. Donc les grattez pas là-dessus. Leur dites surtout pas ça. Si vous voulez, je pense qu'ils se rendent pas compte eux-mêmes que fondamentalement,
le pouvoir qui n'a pas nécessairement besoin d'eux a besoin d'un pilier droit, et qu'ils le sont. Et qu'ils s'en doutent ou pas d'ailleurs. Et ils seront... Moi c'est pour ça que j'ai toujours, si vous avez regardé ce que mes équipes et moi faisons... Pourquoi il bégaye comme ça? J'ai rien contre les bègues, hein, mais voilà. Face à Bégodeau, il bégaye. Hein. C'est pour ça qu'il s'appelle Bégodeau. Hein. J'ai toujours refusé, par exemple, la diabolisation de la France insoumise, parce que je trouve ça assez infect. Et surtout, c'est ce que je dis à une certaine droite, vous étiez à leur place il y a 20 ans. Maintenant, vous êtes contents, vous êtes du côté du manche. Le problème, c'est que c'est pas vous qui décidez qui a le manche. Et quand le pouvoir aura plus besoin de vous, ils vous purgeront. Et d'un côté, pour une partie, vous le méritez. Mais sincèrement, non, on leur dit pas qu'ils ont gagné la guerre culturelle, je vous en prie. Non, mais je ne dirais pas comme ça, c'est eux qui le proclament comme ça. Moi, ce que je crois, juste sur ce point-là qui est quand même pointu, sur Gramsci, le fameux Gramsci de la droite. Tout à fait. Encore une fois, ils ont lu 3 lignes de Gramsci. Ils ont tenu comme ça la bataille culturelle. Comme c'est des idéalistes, ils pensent que, comme hélas, ils ne sont pas ni marxistes ni matérialistes, ils pensent que l'histoire avance avec les idées. Et c'est faux. Donc ils pensent que vraiment la droitisation de la société française a été le fait d'une bataille culturelle. Moi, je ne crois pas du tout. C'est le fait de donner matériel. Il y a une bataille en cours, Il y a une bataille en cours, mais qui est pour moi superficielle, qui n'est pas anodine, qui devient un agent de l'histoire. J'entends bien. Mais ce que je crois aussi, c'est... Vous ne voyez pas des émissions de catholiques en prime time. Bien sûr, mais oui, mais pourquoi est-ce que CNews s'est transformé? C'est aussi parce que ça a été racheté. Donc Bégodeau a raison. Il y a des grandes dimensions d'évolution matérielle qui après s'expriment par la culture. La culture devient relativement un agent de l'histoire. Mais enfin, si tu n'as aucun moyen et que tu n'as aucune condition matérielle pour faire quelque chose, tu ne peux pas le faire en fait. Donc voilà, on ne peut pas non plus surestimer le côté bataille culturelle. Aujourd'hui, si Mélenchon a 5% de plus qu'il y a 5 ans, c'est aussi parce que les gens se sont prolétarisés. C'est aussi parce que les guerres continuent de se développer. Et c'est aussi parce que la crise écologique continue de se développer. C'est pour plein de choses comme ça, quoi. Pas la messe de Pâques à Ajaccio en prime time. Mais j'avais commencé par là, donc je suis bien d'accord que tout ça c'est plus des conséquences. Moi, ce que je mettrais toujours en avant, c'est pourquoi la bourgeoisie, comme classe, c'est-à-dire qu'il y a un système d'intérêt qui occupe des positions sociales, pourquoi la bourgeoisie a besoin de l'extrême droite et pourquoi la bourgeoisie a besoin d'une alliance avec l'extrême droite, comme elle a eu besoin d'une alliance avec l'extrême droite dans des heures obscures de notre histoire, comme on dit, les temps les plus nauséabonds, etc. C'est ça qui m'intéresse. Comment, matériellement, un certain état matériel de la bourgeoisie a fait que maintenant, une alliance devient possible et souhaitable pour la bourgeoisie avec l'extrême droite. C'est parce que c'est la crise. C'est parce que c'est la crise. Allez, on se regarde un dernier extrait. C'est sur la guerre civile. Une guerre civile, c'est un phénomène structurant, c'est un phénomène qui n'a pas de marche arrière. À titre personnel, j'y crois pas. Mais à vous entendre, on dirait quand même que vous le regrettez un peu. J'entends un petit peu. Ah non, pas du tout. C'est peut-être une intuition psychologique déplacée que j'ai, mais en tout cas, je l'ai. Et en tout cas, je l'ai souvent constaté. Je pense qu'il y a, je dirais, 2 pôles qui parlent de guerre civile, qui en parlent déjà, avant de même savoir s'ils la désirent ou s'ils la réprouvent ou s'ils entendent la conjurer. Vous voyez, là, je vais analyser un peu le débat de Bégodeau. Il est fort en débat, parce que là, il dit un truc, et il s'attendait à avoir un droitard en face de lui qui assume un peu ses idées, qui dit il y a possiblement une guerre civile qui va arriver. Sauf qu'en fait, Rougeron arrive et dit moi j'y crois pas. Et Bégodeau lui répond oui, mais moi je pense que vous le croyez quand même au fond de vous, mais vous le voyez pas, machin. En tout cas, il y a des gens qui le veulent. Et là, il va déblatérer un discours qui, je pense, est quand même réfléchi à l'avance, alors même que l'autre lui avait coupé l'herbe sur le pied. Donc il va le forcer un peu à assumer une position, s'il veut réagir à ce que dit Bégodeau, soit dire qu'il est d'accord avec Bégodeau, soit réagir en critiquant ce que dit Bégodeau, et donc du coup en assumant quand même qu'il est un peu pour la guerre civile, quoi. Donc c'est assez fort, je trouve, ce qu'il fait au niveau rhétorique. Et vous allez voir qu'il va forcer, en fait, le coup, en fait, il va forcer à assumer un côté guerre civile chez toute une partie de gens qui prétendent ne pas vouloir la guerre civile. Vous allez voir comment il fait. Ils en parlent, bien sûr. Et je note qu'ils utilisent donc un signifiant commun. Et c'est toujours très important dans le débat politique et dans l'espace public de savoir qui utilise les mêmes mots. Parce que beaucoup de clivages politiques ou de positionnements politiques se dessinent, se configurent par rapport aux signifiants qu'on utilise. Vous voyez, là, il a une position qui est presque un peu sophistique. Hein.
Il dit voilà, il y a des gens, ils utilisent les mêmes mots et les clivages politiques se matérialisent par les signifiants qu'on utilise. Il dit un truc comme ça, comme si c'était les signifiants qu'on utilisait qui définissait les clivages politiques, ce qui est une position qui est extrêmement idéaliste, auquel je ne pense pas que Bigodeau adhère. Donc je pense que c'est vraiment un espèce de piège rhétorique assez bien joué pour dire ouais, bon, en fait, si vous commencez à parler de guerre civile, de toute façon, c'est que vous êtes dans cette histoire-là, que vous la voulez plus ou moins. Politique ou de positionnement politique se dessine, se configure par rapport aux signifiants qu'on utilise. Donc clivage politique se dessine ou se configure par rapport aux signifiants qu'on utilise. Alors oui, un petit peu, mais je pense qu'on utilise des signifiants parce que le clivage politique est déjà configuré. Sinon, c'est une analyse idéaliste. C'est les signifiants qu'on utilise qui créent les clivages dans l'histoire. Ça sort de nulle part, ce truc-là. Vous voyez, et il ne sait pas réagir à ça parce qu'il n'a pas du tout une finesse d'analyse, Rougeron. Il utilise, il y a deux pôles. Il y a le pouvoir, il y a l'ordre. Les gens qui sont les dirigeants. Ceux qui ont tout intérêt à la pérennité du pouvoir, qui serait leur propre pérennité, et comme tout pouvoir, qui veut tout simplement persister dans leur être de dominant. Et ceux-là, à chaque fois qu'une contestation émerge, ils font miroiter, ou ils font comme ça, ils profilent la possibilité d'une guerre civile. C'est-à-dire que toute forme de contestation va être sur le compte de la guerre civile, ce qui est quand même une espèce de torsion des faits tout à fait incroyable. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la prise de la Bastille le 14 juillet, c'est quoi ? C'est une guerre civile et en tant que telle, elle est réprouvable ou elle est répréhensible. Toute forme d'insurrection sera donc mise sur le compte de la guerre civile. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Alors, les Gilets jaunes, c'était de la guerre civile aussi, ou est-ce que c'était une juste contestation de gens qui en avaient marre d'un certain nombre de trucs et qui étaient insatisfaits ? Effectivement, le pouvoir a toujours intérêt à disqualifier toute forme de contestation et à dire que ces gens-là veulent le chaos. On reviendra sur les insoumis, je crois, un peu plus tard. C'est à peu près la stratégie de disqualification vis-à-vis des insoumis qui est utilisée par le pouvoir, à savoir, ils veulent absolument foutre la merde, ils veulent le chaos, etc. Ce qui permet finalement d'assourdir ce que peut être le propos des insoumis, ou d'ailleurs de toute forme de contestation, notamment à gauche. Ça, c'est donc les premiers. Et puis les seconds qui utilisent beaucoup ce terme de guerre civile pour, encore une fois, soit alerter que peut-être nous allons vers la guerre civile, ou au contraire émettre le désir qu'il serait bon d'y aller une bonne fois pour toutes. C'est plutôt un pôle, je dirais, de droite radicale, ou de droite très autoritaire, ou d'extrême droite, comme on veut. Et alors là, effectivement, ce qu'ils entendent, eux, par guerre civile, quand ils disent que le pays est au bord de la guerre civile, on voit très très bien ce qu'ils veulent dire quand on a un petit peu la troisième oreille, c'est qu'ils parlent d'une guerre interethnique. Ils ne parlent pas d'autre chose. C'est bien de ça qu'ils parlent, c'est bien pour ça qu'il y a à propos de faits divers comme celui de Crépol, qui est tout de suite extrapolé et hystérisé comme une espèce de matrice possible de guerre civile entre blancs et arabes, entre petits blancs et arabes, puisqu'il s'agit évidemment de ça. Quand je dis guerre interethnique, c'est quand même de cette guerre-là qu'il s'agit. Et donc là, effectivement, c'est là qu'il y a une ambiguïté. C'est pour ça que je disais que j'entendais quand même un désir sourd, peut-être inconscient d'ailleurs, dans votre propos. Vous voyez. Alors c'est peut-être vrai, mais c'est quand même un petit peu rhétorique aussi. Il y a un gars qui arrive qui dit « Moi, je ne crois pas à la guerre civile ». Bon, on est d'accord, hein, Rougeron, je ne suis pas persuadé qu'il dise la vérité. Mais Bégodeau lui dit « Ouais, mais voilà, peut-être qu'inconsciemment, vous y croyez quand même. Mais de toute façon, si vous utilisez le terme, c'est quand même que vous êtes pas tout blanc là-dedans, quoi. » Je trouve ça énorme. Enfin, c'est une masterclass de rhétorique, ce truc-là. Savoir que c'est une chose qui était apparue d'ailleurs, vous vous souvenez, dans cette espèce de groupe WhatsApp qui avait été intercepté peut-être par Mediapart ou par quelque autre organe de presse, je ne sais plus, entre flics, il y a 5 ou 6 ans. Et on voyait, ils discutaient entre eux, c'était des flics un peu fachos, disons les choses, quoi. Hein. Ils avaient fait leur groupe entre eux pour pouvoir peut-être Il y avait des listes de personnalités ? Ah non, c'était des flics anonymes, mais qui avaient été un peu pris la main dans le sac, quoi, malgré eux, quoi, par interception, plus ou moins légale. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est des méthodes journalistiques reluisantes, mais enfin, en tout cas, on a vu cette documentation-là, et on voyait qu'il y avait un désir de guerre civile de leur part, très clairement. Et que la guerre civile leur permettrait d'avoir une espèce d'autorisation légale, en quelque sorte, d'aller casser de l'arabe, une bonne fois pour toutes. Parce que pour l'instant, ils en cassent de temps en temps, quand même. Il faut quand même. C'est des choses qui sont un peu factuelles. Mais il s'agirait d'y aller une bonne fois pour toutes et qu'on ait les coups des franches et que l'État, en décrétant la guerre civile, pourrait se donner un arsenal d'exceptions. Il y a déjà beaucoup d'exceptions maintenant dans le droit. L'exception est devenue la règle, comme on sait depuis quelques années, grâce ou à cause du terrorisme. On ne sait jamais si c'est un effet d'aubaine ou pas, le terrorisme pour le pouvoir. En tout cas, c'est en partie un effet d'aubaine. Et là, oui, je crois qu'il y a un désir de guerre civile, qu'il y a un désir de guerre interethnique pour pouvoir acter. Oui, Rougeron, alors peut-être qu'en fait, il vire à gauche.
Peut-être qu'il s'est fait convaincre par Bégodeau, mais là, tout ce que dit Bégodeau, Rougeron dit toujours c'est très juste, c'est très juste, c'est très juste. Et c'est pour ça aussi que Bégodeau a dû aller le chercher peut-être un peu plus agressivement que d'habitude. C'est parce qu'en fait, il assume vraiment pas ses idées. Il assume vraiment pas ses idées, quoi. Définitivement quoi ? À savoir que décidément, les Arabes ne sont pas intégrables. Disons-le aussi crûment que ça serait dit par les intéressés. Les Arabes ne sont pas intégrables. Là, on entend derrière, ouais. De toute façon, le multiculturalisme, c'est la multiconflictualité. Et de toute façon, tout ça, c'est guerrier, ça va mal finir. Donc voilà, on entend à la fois de la peur et du désir. D'ailleurs, on sait bien qu'en psychologie, la peur et le désir, ça se touche. Et en l'occurrence, on a vraiment affaire à ça. Bon, Vous voyez l'argument, il y a de la peur, du désir. D'ailleurs, en psychologie, la peur et le désir, ça se touche. L'autre dit oui, le gars à la fin, on va lui dire que voilà, on va lui prouver que c'est un nazi, il va dire oui, pourquoi pas, oui. Quand même pas mal de rhétorique, je trouve, dans le discours de Bégodeau, mais il est très bon sur ça. Je pense que c'est très très dur de débattre avec lui. Donc, il y a des gens qui veulent la guerre civile. Et je pense que l'histoire du port d'armes, de ce point de vue-là, est intéressante, parce qu'effectivement, le port d'armes citoyen, entendons-nous bien là-dessus, il faut faire un distinguo, mais très net. Je vois d'ailleurs, c'est très très bien dit dans la série, parce qu'à un moment ils se mettent à débattre de ça, il y a une espèce de fausse assemblée qui se constitue, et il y a quelques arguments qui sont assez intéressants, c'est plutôt bien écrit à ce moment-là. Et notamment un philosophe de gauche qui se déclare pour le port d'armes fait valoir qu'effectivement le port d'armes a pu être défendu par les révolutionnaires en 1791, mais à l'aune de quoi ? À l'aune de quelque chose qui obsédait beaucoup les révolutionnaires, qu'ils soient montagnards ou autres, mais surtout les montagnards, qui sortaient de la tyrannie. On était en train de se débarrasser de la monarchie, ce n'était pas complètement fait. Mais en tout cas, le grand ennemi, c'était le despotisme. C'est-à-dire ce que les révolutionnaires appelaient l'arbitraire de la décision étatique. C'est-à-dire que l'État, il a le monopole de tout, pas simplement de la violence légitime. Et il peut arbitrairement décréter que tel est coupable, exécuter tel ou tel. C'était de ça que les révolutionnaires voulaient se débarrasser. Au titre de quoi ils trouvaient important que le peuple puisse s'armer contre l'État, pas contre les Arabes. Donc on ne parle pas du même port d'armes. Soit il y a un port d'armes citoyen, et dans ce cas-là, moi je veux bien qu'on en discute. Et je trouve toujours très intéressant, d'ailleurs, que les pouvoirs, effectivement, se sont toujours empressés de vouloir désarmer. Non, mais j'ai pas dit que j'étais favorable au port d'armes. Parce qu'il y a quand même l'exemple américain. Non, mais qu'on s'entende bien. C'est très important parce qu'ils ont. Mais comme l'argument on est toujours en retard de 20 ans sur j'entends bien, je ne suis pas du tout en train de me prononcer pour le port d'armes. Globalement, je suis radicalement contre. Mais ce que je veux dire, c'est que j'entends parfois, dans ceux qui le défendent, que ce pourrait être un port d'armes citoyen, au sens... Alors, n'usurpons pas les mots. Ce n'est pas un port d'armes citoyen auquel, à mon avis, vous pensez, ou auquel pensent les rares qui, effectivement, en France, se prononceraient pour le port d'armes. Ils pensent plutôt à un port d'armes qui serait un supplétif de la police. Pas quelque chose qui devrait nous prémunir de l'arbitraire de la police et de l'arbitraire de l'État. Mais quelque chose qui serait, d'ailleurs, c'est très bien dit dans la série à un moment, c'est plutôt bien écrit. Je suis désolé, j'ai rien à dire, mais c'est une masterclass là. C'est une masterclass, c'est assez vrai. Hein. Tous les mecs qui disent oui, voilà, le port d'armes c'est les révolutionnaires. Oui, bah, c'est pas le même port d'armes que le port d'armes de Baptiste Marché, le port d'armes des révolutionnaires. Savoir, quelqu'un dit, hélas, on ne peut pas avoir un policier derrière chaque citoyen. C'est-à-dire on ne peut pas faire régner l'ordre, quoi. On peut pas, en gros, on n'a pas assez de policiers pour avoir un vrai État policier. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va transformer les citoyens en policiers. Et comme ça, les policiers, les citoyens devenus policiers grâce à l'autorisation d'armes, ils pourront se faire justice eux-mêmes. Et on sait bien contre qui. On sait bien contre qui. Alors, et ça apparaît. Je termine juste de deux mots. On sait bien contre qui parce que c'est aussi un inconscient de la série qui apparaît. Je reparle de la série parce qu'encore une fois, c'est des symptômes intéressants. L'exemple qui est beaucoup pris des turiféraires du port d'armes dans la série, c'est le Bataclan, bien sûr. C'est le Bataclan. Les Arabes nous attaquent. Je résume. Ah, si ce soir-là, les gens qui étaient au Bataclan avaient eu des armes, alors ils auraient pu eux-mêmes se défendre. Donc on voit bien à quoi on pense. Donc c'est pas du tout un port d'armes citoyen, c'est un port d'armes, je dirais, individualiste d'extrême droite. Donc voilà, Bégodeau qui masterclass Pierre-Yves Rougeron. Alors Pierre-Yves Rougeron, j'espère qu'il reviendra, du coup, qu'il va devenir de gauche, ou alors qu'il s'avouera vaincu. Il y a un dernier extrait, c'est vrai que vous parlez pas qui s'appelle Rare image de Pierre-Yves Rougeron en train de se faire caca dessus en direct. Vous allez voir, non mais c'est vraiment le débat masterclass. Et le mec se fait vraiment liquéfier, quoi. Il se fait piétiner. Surtout tel que vous parlez ce soir. Parce que c'est vrai que vous ne parlez pas ce soir exactement comme vous parlez à Éric Morillo. Ça, c'est vrai. Il y a un petit peu de... Je ne sais pas si c'est la dissimulation, mais en tout cas, ce n'est pas exactement le même Pierre-Yves.
pour preuve que... Mais en tout cas, le Pierre-Yves de ce soir, moi, je pense qu'il y a... Alors, moi, j'ai peut-être un job pour vous à gauche, quoi. Ah là 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 là, il se fout de sa gueule. Mais il se fout de sa gueule parce que le mec n'assume pas ses idées quand il se retrouve face à Bégodeau. Alors que quand il est avec des droitards, avec Éric Morillo, quand il est avec des chéniaux et tout, là, il se lâche. Je vous le dis, me dites pas ça, me dites pas ça, je vais... Non, c'est un fake, il bégaye pas comme ça. Me dites pas ça, me dites pas ça, je vais... vous allez donner vous allez donner comment dire, vous allez donner des armes à justement une partie de la droite qui, à titre personnel, aimerait bien se débarrasser de moi. Or, mais voilà, ils veulent pas de vous. Mais bien sûr, mais qui vous dit que moi je veux d'eux? Alors qu'à gauche, nous sommes qu'amour et bras ouverts. Oh, c'était vrai, tant que ça. Mais non, mais plus sérieusement, il y a un point sur lequel je voudrais rebondir. C'est pas exactement le même ce soir. Moi, je pense qu'il y a... Alors, moi, j'ai peut-être un job pour vous à gauche, quoi. Je vous le dis, me dites pas ça, me dites pas ça, je vais... vous allez donner vous allez donner comment dire, vous allez donner des armes à justement une partie de la droite qui, à titre personnel, aimerait bien se débarrasser de moi. Or, mais voilà, ils veulent pas de vous. Mais bien sûr, mais qui vous dit que moi je veux d'eux? Alors qu'à gauche, nous sommes qu'amour et bras ouverts. Oh, c'était vrai, tant que ça. Mais non, mais plus sérieusement, il y a un point sur lequel je voudrais rebondir. Surtout tel que vous parlez ce soir. Putain, c'est la folie. Bon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Sur ce, je vous invite à aller voir le truc entier sur LibreQG, le débat entier. Je vous invite à donner sur le Tipeee. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner à la chaîne principale. Et sur ce, je vous dis à plus dans le